La pluie tambourinait sur les vitres d'une petite maison de banlieue, un soir d'octobre 1998, dans une rue si tranquille qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. À l'intérieur, un cri étouffé déchira le silence, suivi d'un bruit sourd, comme un sac de farine s'écrasant sur le sol. Dans la cuisine, une femme d'une cinquantaine d'années gisait immobile, ses yeux grands ouverts fixant le plafond, un filet de sang s'échappant lentement de sa tempe. À côté d'elle, un jeune homme de 19 ans, tremblant, tenait encore un lourd chandelier en argent dans ses mains crispées. Ses lèvres murmuraient des mots inaudibles, comme une prière ou une malédiction. Ce jeune homme, c'était son fils, et ce qu'il venait de faire allait ouvrir une boîte de Pandore, révélant un secret si déchirant qu'il vous hantera longtemps après avoir entendu cette histoire. Imaginez-vous un instant à la place de ce garçon, à peine sorti de l'adolescence, le cœur battant à tout rompre, réalisant l'irréversible. Qu'est-ce qui peut pousser un fils à ôter la vie de sa propre mère? Était-ce un accès de rage, une vengeance calculée, ou quelque chose de bien plus sombre, tapi dans les replis de son âme? Dès cet instant, vous savez que cette histoire ne sera pas comme les autres. Elle ne se contente pas de choquer. Elle vous force à plonger dans les abysses de l'esprit humain, là où les frontières entre le bien et le mal s'effacent, où les vérités les plus douloureuses se cachent derrière des portes qu'on préférerait ne jamais ouvrir. Et si je vous disais que ce crime, aussi horrifiant soit-il, n'est que la surface d'une vérité encore plus dérangeante, une vérité que personne, pas même les enquêteurs, n'a voulu regarder en face. Cette affaire, survenue dans une petite ville du Midwest américain, n'a pas fait les gros titres comme les grands scandales criminels. Elle a s'était étouffée, enfouie sous des couches de silence car ce qu'elle révèle sur nous, sur nos familles, sur ce que nous sommes capables de faire par amour, par peur ou par désespoir, est presque trop lourd à porter. Pourquoi ce jeune homme, décrit par ses voisins comme calme, poli, presque effacé, a-t-il commis l'impensable? Quel secret sa mère emportait-elle dans sa chute? Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui franchit cette ligne ultime, celle que nul ne devrait jamais franchir? Chaque détail de cette histoire, chaque mot que vous entendrez, vous rapprochera d'une révélation qui pourrait changer à jamais votre façon de voir ceux que vous aimez et ceux que vous pensez connaître. Ce crime n'est pas seulement une tragédie, il est un miroir. Il nous oblige à regarder ce que nous préférons ignorer, la fragilité de nos propres certitudes, la facilité avec laquelle une vie peut basculer dans l'horreur, et la manière dont les secrets d'une famille peuvent devenir des bombes à retardement. Nous avons tous des proches, des parents, des enfants. Nous pensons les connaître. Mais que se passe-t-il quand les masques tombent, quand les mots d'amour deviennent des armes, quand l'endroit où l'on devrait se sentir le plus en sécurité devient une cage dont on ne peut s'échapper? Cette histoire vous fera remettre en question ce que vous croyez savoir sur la nature humaine, sur la justice, et peut-être même sur votre propre cœur. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans ce mystère, à chercher la vérité cachée derrière cet acte impensable, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Laissez un j'aime sur cette vidéo. En le faisant, vous permettez à plus de personnes de découvrir ce récit troublant, de rejoindre cette quête pour comprendre ce que personne n'ose raconter. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée ». En la partageant, vous vous connectez à une communauté de curieux, d'âmes courageuses, qui n'ont pas peur de regarder l'obscurité en face. Merci d'avoir choisi d'être ici, d'avoir choisi de faire partie de cette exploration des ombres de l'âme humaine. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans la petite ville de Willow Creek, Iowa, les jours se succédaient avec une monotonie presque sacrée. Les maisons en bardeaux blancs, alignées comme des soldats fatigués, bordèrent des rues où les enfants jouaient encore à la marelle et où les voisins échangeaient des tartes aux pommes le dimanche. En surface, la maison des Harper était indistinguishable des autres. Une pelouse bien entretenue, des rideaux à motifs floraux, une boîte aux lettres portant le nom de la famille en lettres dorées légèrement écaillées. Mais derrière ces murs, une tension invisible s'était installée, comme une fissure dans une vitre, prête à céder sous la moindre pression. C'était une maison où les mots non dits pesaient plus lourd que ceux prononcés, où les silences entre Helen Harper et son fils, Daniel, étaient devenus une langue à part entière. Helen, une femme de 52 ans, était connue pour son sourire éclatant et sa générosité. Institutrice à l'école primaire locale, elle avait cette manière douce de corriger les erreurs des enfants, de les encourager sans jamais élever la voix.
Les parents d'élèves la décrivaient comme une sainte, une femme qui semblait porter le monde sur ses épaules, sans jamais se plaindre. Mais ceux qui la connaissaient bien, ou du moins qui pensaient la connaître, remarquaient parfois une ombre dans son regard, une hésitation dans ses gestes, comme si elle cachait quelque chose de trop lourd pour être partagé. Elle vivait seule avec Daniel, son unique enfant, depuis que son mari les avait quittés 16 ans plus tôt, laissant derrière lui une lettre froissée et un compte bancaire vidé. Hélène n'en parlait jamais, et personne dans la ville n'osait poser de questions. Daniel, lui, était un mystère, même pour ceux qui le croisaient tous les jours. À 19 ans, il était grand, dégingandé, avec des cheveux châtains qui lui tombaient sur les yeux, et une démarche qui semblait toujours hésiter entre avancer et reculer. Il avait terminé le lycée l'année précédente, mais au lieu de poursuivre des études ou de chercher un emploi, il passait ses journées dans la maison, à lire des livres d'histoire ou à griffonner dans un carnet qu'il gardait toujours sur lui. Les voisins disaient qu'il était différent, un mot vague qui cachait leur malaise. Il ne parlait presque pas, évitait les regards, mais il n'était pas hostile. Parfois, on le voyait tondre la pelouse ou aider Hélène à porter ses courses, toujours avec une expression absente, comme s'il était ailleurs, dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Ce soir d'octobre 1998, cependant, quelque chose avait changé. Les voisins, habitués aux lumières tamisées de la maison Harper, avaient remarqué que les rideaux de la cuisine étaient tirés plus tôt que d'habitude. Aucun bruit ne filtrait, pas même le cliquetis des assiettes ou les éclats de voix de la télévision. À 21h47, un appel anonyme au poste de police locale signalait un bruit inquiétant provenant de la maison. L'opératrice, habituée aux appels pour des chats perdus ou des disputes de voisinage, avait noté l'information sans empressement. Ce n'est que lorsque la patrouille arriva, 1 heure plus tard, qu'ils trouvèrent la porte d'entrée entr'ouverte, une lumière vacillante dans la cuisine, et Daniel assis par terre, les mains couvertes de sang, le chandelier toujours serré contre lui. L'enquête qui suivit révéla un détail troublant. Hélène n'était pas morte sur le coup. Les marques sur son corps suggéraient qu'elle avait tenté de se défendre, que l'attaque n'avait pas été un acte impulsif, mais un moment prolongé, presque ritualisé. Pourtant, Daniel n'avait pas fui. Il n'avait pas cherché à cacher ce qu'il avait fait. Il était resté là, à côté du corps de sa mère, comme s'il attendait qu'on vienne le chercher. Les premiers officiers sur place décriraient plus tard son regard, non pas celui d'un criminel triomphant ou terrifié, mais celui de quelqu'un qui venait de poser un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. « Il n'a rien dit, pas un mot », raconta l'un des agents. Il nous regardait comme s'il voulait qu'on comprenne quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Dans les jours qui suivirent, la ville entière fut secouée. Comment une femme comme Hélène, si aimée, si irréprochable, avait-elle pu être victime d'un tel acte? Et pourquoi son propre fils, ce garçon discret qui semblait incapable de faire du mal à une mouche, avait-il franchi cette ligne? Les rumeurs commencèrent à circuler comme des feuilles mortes emportées par le vent. Certains disaient que Daniel avait toujours été instable, qu'il cachait une colère refoulée. D'autres murmuraient qu'Hélène n'était peut-être pas la mère parfaite qu'elle semblait être. Mais personne n'avait de réponse. Pas encore. Ce que les enquêteurs découvrirent en fouillant la maison des Harper allait ouvrir une porte sur un passé que personne n'aurait pu imaginer. Dans une boîte en métal cachée sous le plancher de la chambre d'Hélène, ils trouvèrent des lettres, des dizaines de lettres, écrites d'une main tremblante datant des années où Daniel n'était qu'un enfant. Ces lettres n'étaient pas adressées à quelqu'un d'autre, mais à Hélène elle-même, comme un journal intime qu'elle n'avait jamais osé montrer. Les premières lignes d'une des lettres, datée de 1986, disaient « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore le protéger. Il voit tout, il entend tout, et je ne peux plus le regarder dans les yeux sans avoir peur. » Qui était ce « il » dont Hélène parlait? Était-ce Daniel, son mari disparu, ou quelqu'un d'autre, une ombre qui planait sur leur vie depuis des années? Chaque mot de ces lettres semblait dessiner les contours d'un secret que la maison Harper avait gardé scellé pendant plus d'une décennie. Et ce secret, quel qu'il soit, semblait être la clé pour comprendre pourquoi Daniel, ce garçon silencieux, avait pris une décision qui allait détruire tout ce qu'il avait. Les lettres trouvées sous le plancher de la chambre d'Hélène Harper étaient comme des fragments d'un puzzle brisé, chaque mot révélant une facette d'une vie que personne à Willow Creek n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs, en les lisant sous la lumière crue du poste de police, sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Ces pages jaunies, écrites à l'encre noire, n'étaient pas seulement un journal intime. Elles étaient une confession,
un cri silencieux d'une femme qui semblait avoir vécu dans l'ombre d'une peur constante. La lettre de 1986, celle qui mentionnait « Il voit tout, il entend tout », n'était que le début. D'autres, datées des années suivantes, dressèrent le portrait d'une existence marquée par une tension croissante, comme une corde tendue à se rompre. Hélène écrivait souvent la nuit à en juger par les dates et heures griffonnées en haut des pages. 3h12, 14 mars 1987. Il est revenu aujourd'hui. Je l'ai vu dans ses yeux, cette colère qui ne s'éteint jamais. J'ai essayé de lui parler, mais il ne m'écoute plus. Daniel était dans sa chambre. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il a entendu. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Cette phrase, répétée dans plusieurs lettres, revenait comme un refrain obsédant. Qu'ai-je fait? Mais qui était ce « il » ? Les enquêteurs supposèrent d'abord qu'il s'agissait du mari d'Hélène, Robert Harper, qui avait disparu en 1982, laissant sa femme et son fils, alors âgés de 3 ans. Mais les lettres ne mentionnaient jamais Robert par son nom, et les rares fois où Hélène parlait de son mari, c'était avec une froideur distante, comme si elle avait refermé cette porte de sa vie pour toujours. À mesure qu'ils parcouraient les lettres, les enquêteurs découvrirent un autre détail troublant. Hélène faisait souvent référence à des promesses qu'elle avait faites, des promesses qu'elle semblait regretter amèrement. Une lettre de 1990 disait « J'ai promis de le protéger et de le garder loin de tout ça. Mais il est trop tard. Il sait. Il a toujours su. Ses yeux me le disent chaque jour. » Ce passage, comme beaucoup d'autres, semblait parler de Daniel. Mais il y avait une ambiguïté qui rendait chaque mot insaisissable. Était-ce la culpabilité d'une mère qui avait échoué à protéger son fils? Ou y avait-il autre chose, une menace plus ancienne, plus insidieuse, qui avait pris racine dans leur maison bien avant ce soir d'octobre 1988? Pendant ce temps, Daniel restait mutique. Interrogé au poste de police, il fixait le mur, ses mains menottées posées sur la table en métal. Les officiers, habitués à gérer des disputes domestiques ou des vols mineurs, étaient déconcertés par son calme. Il ne pleurait pas, ne criait pas, ne demandait pas d'avocat. Quand on lui posait des questions sur sa mère, sur ce qui s'était passé dans la cuisine, il se contentait de hausser les épaules, comme si les mots étaient inutiles. « Vous ne comprendriez pas », finit-il par murmurer à un moment, sa voix si basse qu'elle semblait venir d'un autre monde. Cette phrase, prononcée sans émotion apparente, devint une obsession pour l'inspecteur principal, Sarah Coleman, une femme d'une 40aine d'années qui avait vu son lot d'affaires criminelles, mais qui sentait, dans cette maison, dans ce garçon, quelque chose de différent. Sarah décida de creuser plus loin. Elle retourna à la maison des Harper accompagnée d'un collègue, pour examiner chaque recoin. La maison semblait figée dans le temps, comme si rien n'avait changé depuis les années 80. Les meubles, usés mais propres, les photos encadrées d'Hélène et Daniel bébé, les étagères remplies de livres scolaires et de bibelots, tout semblait normal, trop normal. Mais en fouillant la chambre de Daniel, Sarah trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Un carnet, celui que les voisins avaient souvent vu dans ses mains. Les pages étaient remplies de dessins, des esquisses au crayon de papier, d'une précision presque effrayante. Des visages, des mains, des silhouettes indistinctes, mais toutes marquées par une expression de douleur ou de peur. Au milieu du carnet, une page entière était consacrée à un dessin d'Hélène, son visage déformé par une angoisse indescriptible, comme si elle fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Sous ce dessin, Daniel avait écrit une phrase, d'une écriture hachée, presque illisible. « Elle ne m'a jamais dit la vérité. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une accusation, une confession, ou simplement le délire d'un esprit brisé? Elle emporta le carnet comme pièce à conviction, mais chaque fois qu'elle le feuilletait, elle avait l'impression que ses dessins la regardaient, comme s'ils essayaient de lui dire quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Pendant ce temps, la ville de Willow Creek commençait à se fracturer. Les habitants, choqués par la mort d'Hélène, se divisaient en 2 camps. Il y avait ceux qui voyaient Daniel comme un monstre, un parricide qui avait trahi la femme qu'il avait élevée seule. Et puis il y avait les autres, moins nombreux, qui murmuraient que quelque chose n'allait pas, que Daniel n'était pas le genre de garçon à agir sans raison. Une vieille amie d'Hélène, Margaret, qui avait enseigné avec elle pendant des années, confia à Sarah une information qui ajouta une nouvelle couche de mystère. Hélène avait peur, dit-elle, ses mains tremblant autour d'une tasse de thé. Pas de Daniel, mais de quelque chose qu'elle ne m'a jamais expliqué. Elle disait parfois qu'elle avait fait une erreur
Une erreur qu'elle payait tous les jours. Je pensais qu'elle parlait de son mari, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Margaret raconta aussi une anecdote qui semblait anodine, mais qui resta gravée dans l'esprit de Sarah. Quelques mois avant sa mort, Hélène avait commencé à verrouiller toutes les portes de la maison, même en plein jour. Elle avait acheté un cadenas pour la porte de sa chambre, un détail que personne n'avait remarqué jusqu'à ce que Margaret l'aide à déménager un meuble. Elle riait, comme pour enlever de l'importance à la chose, expliqua Margaret, mais ses yeux disaient autre chose. Elle vivait dans la peur, inspecteur, et je crois que Daniel le savait. Chaque nouvelle découverte semblait soulever plus de questions que de réponses. Les lettres d'Hélène, les dessins de Daniel, les silences de la maison Harper, tout convergeait vers un secret enfoui, un secret qui avait grandi comme une mauvaise herbe, étouffant tout sur son passage. Sarah, en refermant le carnet de Daniel ce soir-là, sentit une certitude grandir en elle. Ce crime n'était pas un accident, ni un coup de folie. Il était la conclusion d'une histoire qui avait commencé bien avant ce soir d'octobre, une histoire dont les racines plongeaient dans un passé qu'Hélène avait tout fait pour cacher, et que Daniel, peut-être, avait fini par comprendre. La maison des Harper, autrefois un symbole de la normalité banale de Willow Creek, semblait désormais vibrer d'une énergie étrange, comme si les murs eux-mêmes retenaient à leur souffle. L'inspecteur Sarah Coleman, en y retournant jour après jour, sentait une lourdeur dans l'air, une sensation qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Les voisins, qui autrefois échangèrent des saluts avec Hélène, évitaient maintenant de regarder la maison, comme si elle était maudite. Les enfants du quartier, eux, avaient déjà commencé à l'appeler la maison au murmure, racontant des histoires de voix qu'on entendait la nuit, de lumières qui s'allumaient sans raison. Sarah, une femme rationnelle, balayait ces rumeurs d'un revers de main, mais chaque fois qu'elle franchissait le seuil, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson, comme si elle entrait dans un lieu où le temps s'était arrêté. Les fouilles dans la maison prenaient une tournure obsessionnelle. Sarah et son équipe passaient des heures à examiner chaque détail, chaque recoin, à la recherche d'indices qui pourraient expliquer ce qui avait poussé Daniel à commettre l'impensable. Les lettres d'Hélène, découvertes sous le plancher, avaient ouvert une brèche, mais elles restaient cryptiques, pleines de sous-entendus qui semblaient danser hors de portée. Une phrase en particulier revenait dans plusieurs lettres, écrite avec une urgence presque palpable. « Il ne doit jamais savoir ». Cette phrase hantait Sarah. Qui était ce « il » et qu'est-ce qu'Hélène avait si désespérément cherché à cacher? Les lettres, bien qu'émouvantes, ne donnaient pas de nom, pas de date précise, pas de faits concrets. Elles étaient là comme des ombres, des échos d'une vérité que Sarah devait assembler pièce par pièce. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait sur le toit, Sarah décida de fouiller le grenier, un espace que l'équipe avait négligé jusqu'alors. L'escalier menant au grenier était étroit, les marches grinçaient sous ses pas, et une odeur de moisi et de vieux papier flottait dans l'air. En haut, elle trouva des cartons empilés, des jouets d'enfants poussiéreux et une vieille malle en bois fermée par un cadenas rouillé. Avec l'aide d'un collègue, elle força l'ouverture. À l'intérieur, il y avait des vêtements d'enfants soigneusement pliés, des photos jaunies et un album relié en cuir, différent de tout ce qu'ils avaient retrouvé jusqu'à présent. L'album était lourd, les pages collantes, comme si elles n'avaient pas été touchées depuis des années. En l'ouvrant, Sarah sentit son pouls s'accélérer. Les premières pages montraient Hélène, plus jeune, rayonnante, tenant un bébé dans ses bras. Daniel, sans doute, avec ses joues rondes et ses yeux curieux, mais à mesure qu'elle tournait les pages, les photos changeaient. Hélène semblait plus fatiguée, son sourire moins naturel. Il y avait des clichés d'elle et Daniel dans des parcs, à des fêtes d'anniversaire, mais toujours seule, jamais avec d'autres membres de la famille ou des amis proches. Puis, vers le milieu de l'album, Sarah tomba sur une série de photos qui la laissa perplexe. Elle montrait Hélène dans ce qui semblait être un hôpital, assise à côté d'un lit où reposait un homme dont le visage était flou, à peine visible à cause de l'éclairage sombre. Dans une des photos, Hélène tenait la main de cet homme, et sur son visage, on lisait une douleur si profonde qu'elle semblait presque tangible. Sous l'une de ces photos, une inscription manuscrite, d'une écriture différente de celle des lettres d'Hélène. « Pardon, Hélène. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. » L'écriture était tremblante, comme si la personne qui l'avait écrite luttait pour tenir le stylo. Sarah sentit un nœud se former dans son estomac. Était-ce Robert, le mari disparu? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait joué un rôle dans la vie d'Hélène et de Daniel,
quelqu'un qu'elle avait soigneusement effacé de leur histoire publique. L'album ne donnait pas plus d'indices, mais il renforçait l'impression que la vie d'Hélène était construite sur un mensonge, une façade soigneusement entretenue pour protéger un secret qu'elle emportait désormais dans la tombe. Pendant ce temps, au poste de police, Daniel restait un énigme. Les interrogatoires ne menaient nulle part. Chaque fois qu'on lui posait une question directe, « Pourquoi as-tu fait ça, Daniel ?» ou « Qu'est-ce que ta mère t'a fait ?» il se contentait de fixer un point invisible, ses lèvres scellées. Mais un jour, alors que Sarah lui montrait une des lettres d'Hélène, il eut une réaction. Ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois, il parla sans qu'on le pousse. « Elle écrivait pour oublier, » dit-il, sa voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. Mais elle n'a jamais oublié, et moi non plus. Quand Sarah lui demanda ce qu'il voulait dire, il se referma, refusant d'ajouter un mot. Cette phrase, cependant, confirma ce que Sarah soupçonnait. Daniel savait quelque chose que sa mère avait tenté de lui cacher, quelque chose qu'il avait rongé pendant des années. De retour à Willow Creek, les rumeurs continuaient de se propager. Certains habitants, en apprenant l'existence des lettres, commencèrent à spéculer sur la vie privée d'Hélène. Était-elle impliquée dans quelque chose de louche? Avait-elle des ennemis que personne ne connaissait? Une ancienne collègue d'Hélène, une femme nommée Clara, contacta Sarah pour partager un souvenir qui ajoutait une nouvelle pièce au puzzle. Clara se souvenait d'une nuit, des années plus tôt, où Hélène était arrivée à une réunion d'enseignants avec une marque rouge sur le poignet, comme si quelqu'un l'avait agrippée de force. Quand Clara lui avait posé la question, Hélène avait ri, disant qu'elle s'était cognée contre une porte. Mais Clara n'avait jamais cru cette excuse. Elle avait l'air terrifiée, confia-t-elle à Sarah, et elle regardait sans cesse par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un. Sarah commença à se demander si le secret d'Hélène n'était pas lié à une personne extérieure, quelqu'un qui avait exercé une emprise sur elle, quelqu'un qui avait laissé des traces dans sa vie sans jamais apparaître au grand jour. Les lettres, l'album, les silences de Daniel, tout semblait converger vers une vérité enfouie, mais chaque indice menait à une nouvelle impasse. Une chose était claire, cependant, la maison des Harper n'était pas seulement le théâtre d'un crime. Elle était le gardien d'un passé que quelqu'un, peut-être Hélène, peut-être Daniel, avait tenté d'effacer. Et ce passé, comme une ombre qui s'étend au crépuscule, refusait de rester caché. Le crépuscule enveloppait Willow Creek d'une lumière orangée, donnant à la maison des Harper l'apparence d'une peinture figée, presque irréelle. Pour l'inspecteur Sarah Coleman, chaque visite dans cette maison était comme plongée dans un lac gelé. L'air semblait plus lourd, les ombres plus longues, et chaque objet semblait murmurer une histoire que personne n'avait encore déchiffrée. Les découvertes dans le grenier, l'album photo, les vêtements d'enfant, l'inscription énigmatique, avaient renforcé sa conviction que le crime de Daniel n'était pas un acte isolé, mais l'aboutissement d'une longue chaîne d'événements, une chaîne forgée dans un passé qu'Hélène avait désespérément tenté d'enterrer. Mais plus Sarah creusait, plus elle sentait que la vérité lui glissait entre les doigts, comme du sable fin. Au poste de police, l'équipe d'enquêteurs commençait à se diviser. Certains, frustrés par le mutisme de Daniel et le manque d'indices concrets, voulaient clore l'affaire rapidement. Un parricide, un jeune homme perturbé, une tragédie domestique. Mais Sarah n'était pas convaincue. Les lettres d'Hélène, l'album, les dessins de Daniel, tout cela formait un tableau trop complexe pour être réduit à une simple explosion de violence. Elle décida de se concentrer sur l'album, en particulier sur les photos de l'hôpital. Qui était cet homme au visage flou? Et pourquoi Hélène, une femme si réservée, avait-elle gardé ces images, cachées dans une malle cadenassée? Sarah demanda à un technicien de la police d'analyser les photos pour tenter d'améliorer leur qualité, mais les résultats furent décevants. L'homme restait une silhouette indistincte, un fantôme, dans l'histoire des Harper. Pendant ce temps, Sarah décida d'interroger à nouveau Margaret, l'amie d'Hélène qui avait mentionné son comportement étrange les derniers mois. Margaret, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, accueillit Sarah dans son petit salon encombré de bibelots. Hélène n'était plus la même ces dernières années, confia-t-elle en versant du thé dans des tasses ébréchées. Elle était toujours gentille, toujours dévouée, mais il y avait quelque chose de brisé en elle. Elle parlait moins, souriait moins. Et elle évitait de parler de Daniel. Margaret marqua une pause, ses doigts serrant la tasse. Une fois, je lui ai demandé comment il allait, s'il avait des projets après le lycée. Elle a changé de sujet si vite que j'ai compris qu'il ne fallait plus poser la question. Margaret révéla un autre détail qui fit tressaillir Sarah.
Quelques années plus tôt, vers 1995, Hélène avait commencé à assister à des réunions dans une église à l'extérieur de la ville, un endroit discret, presque caché, connu pour accueillir des groupes de soutien pour des personnes en deuil ou en détresse. Elle n'en parlait jamais directement, expliqua Margaret, mais une fois, elle m'a dit qu'elle y allait pour trouver la paix. Je ne sais pas si elle l'a trouvée. Intriguée, Sarah nota l'adresse de l'église et décida de s'y rendre. L'endroit, une petite chapelle en briques entourée d'arbres noueux, semblait abandonné à première vue. Mais en discutant avec le pasteur, un homme âgé nommé Révérend Thompson, Sarah apprit qu'Hélène avait effectivement fréquenté un groupe de soutien pendant plusieurs mois, un groupe destiné aux personnes ayant vécu des traumatismes familiaux. Le révérend, réticent au début, finit par partager ce qu'il savait. Hélène était discrète, mais elle portait une douleur qu'on pouvait sentir à des kilomètres. Elle parlait rarement, mais quand elle le faisait, c'était toujours à propos de culpabilité. Elle disait qu'elle avait fait une erreur qui avait changé la vie de son fils. Le révérend baissa les yeux comme s'il hésitait à continuer. Une fois, elle a mentionné un homme. Pas son mari, quelqu'un d'autre. Elle disait qu'il avait tout détruit mais qu'elle était aussi coupable que lui. Elle pleurait en disant ça. Quand Sarah lui demanda si Hélène avait donné un nom, le révérend secoua la tête. Elle n'a jamais donné de détails. Elle disait que parler, c'était rouvrir une blessure qui ne guérirait jamais. Ce témoignage confirma ce que Sarah soupçonnait. Hélène vivait avec un secret qui la rongeait. Un secret lié à un homme inconnu, peut-être celui des photos de l'hôpital. Mais quel était son lien avec Daniel? Et pourquoi ce secret semblait-il avoir conduit à un tel dénouement? Sarah retourna au carnet de Daniel, espérant y trouver un indice. Les dessins, qu'elle avait d'abord pris pour des expressions de colère ou de douleur, commencèrent à prendre un sens nouveau. Plusieurs esquisses représentaient une silhouette masculine, indistincte, toujours dans l'ombre, comme un spectre surveillant de loin. Sous l'un de ces dessins, Daniel avait écrit « Il est toujours là ». Sarah sentit un frisson la parcourir. Était-ce une coïncidence que les lettres d'Hélène et les dessins de Daniel semblaient, tous deux hantés par une présence masculine, jamais nommée, mais toujours présente? En parallèle, les habitants de Willow Creek commençaient à perdre patience. La presse locale, d'ordinaire discrète, publia un article sur l'affaire titré « Le mystère de la maison Harper ». Les spéculations allaient en bon train. Certains pensaient qu'Hélène avait été impliquée dans une secte, d'autres qu'elle avait caché une liaison qui avait mal tourné. Mais pour Sarah, ces théories étaient trop simplistes. Elle décida de fouiller les archives de la ville, à la recherche d'informations sur la famille Harper avant la disparition de Robert. Ce qu'elle trouva ajouta une nouvelle couche de mystère. En 1981, un an avant que Robert ne quitte la ville, un rapport de police mentionnait une plainte déposée par un voisin des Harper. Le voisin affirmait avoir entendu des cris venant de la maison, suivis d'un bruit de verre brisé. La police s'était rendue sur place, mais Hélène avait assuré que tout allait bien, que c'était un simple accident domestique. Le rapport avait été classé sans suite. Ce détail, bien que mineur en apparence, troubla Sarah. Était-ce le signe d'une violence cachée dans la famille Harper, bien avant le crime de Daniel? Ou y avait-il autre chose? Une menace extérieure, qui avait commencé à s'infiltrer dans leur vie à cette époque? Sarah savait qu'elle approchait de quelque chose, mais chaque réponse semblait soulever 10 nouvelles questions. Les lettres, l'album, les dessins, les témoignages, tout pointait vers un secret que Daniel connaissait peut-être, un secret qui l'avait poussé à agir. Mais ce secret restait hors de portée, comme une ombre d'encens, juste au bord de la lumière. La petite ville de Willow Creek semblait s'enfoncer dans une brume de suspicion et de malaise, à mesure que l'enquête sur la mort d'Hélène Harper progressait. Les habitants, autrefois unis par une camaraderie de voisinage, échangeaient désormais des regards méfiants, comme si chacun craignait que la vérité sur la maison des Harper ne révèle des fissures dans leur propre vie. Pour l'inspecteur Sarah Coleman, l'affaire devenait une obsession, une énigme qui s'insinuait dans ses rêves et colorait chaque moment de ses journées. Les indices, les lettres d'Hélène, l'album photo, les dessins de Daniel, formaient un kaléidoscope de fragments, mais le motif final restait insaisissable. Chaque pas en avant semblait la ramener à une question centrale. Qu'est-ce qui avait poussé Daniel, ce garçon silencieux, à lever la main sur sa propre mère? Sarah décida de se concentrer sur le rapport de police de 1981, celui mentionnant les cris et le bruit de verre brisé chez les Harper. Elle retrouva le voisin qui avait déposé la plainte, un retraité nommé Harold Grayson, qui vivait toujours à quelques maisons de là.
Harold, un homme voûté par l'âge, accueillit Sarah sur son porche, ses yeux plissés scrutant le passé. « Je me souviens de cette nuit, » dit-il, sa voix rauque marquée par des années de tabac. C'était l'été, une nuit chaude. J'étais dehors, à arroser mes rosiers, quand j'ai entendu un cri. Pas un cri de dispute ordinaire, vous savez, mais quelque chose de désespéré. Puis il y a eu ce bruit comme une bouteille qui se brise. J'ai appelé la police, mais quand ils sont arrivés, Hélène a dit que tout allait bien. Elle avait l'air nerveuse, mais elle souriait, comme toujours. Harold marqua une pause, triturant un mouchoir dans ses mains. Ce qui m'a marqué, c'est Robert. Il était là, sur le seuil, et il m'a regardé comme si j'avais trahi un secret en appelant les flics. Je n'ai plus jamais reparlé au Harper après ça. Quand Sarah lui demanda si Daniel, alors tout petit, était présent, Harold hocha la tête. Il était dans les bras d'Hélène. Il ne pleurait pas, mais il avait cet air, comme s'il voyait des choses qu'un gamin de son âge ne devrait pas voir. Ce témoignage, bien que vague, renforça l'intuition de Sarah. Quelque chose s'était passé dans cette maison bien avant le départ de Robert, quelque chose qui avait planté les graines de la tragédie. De retour au poste, Sarah décida de confronter Daniel avec cette nouvelle information. Elle entra dans la salle d'interrogatoire, le carnet de dessin de Daniel sous le bras. Le jeune homme était assis, immobile, ses yeux fixant un point invisible sur la table. Sarah posa le carnet devant lui, ouvert à la page où figurait le dessin d'Hélène, son visage tordu par l'angoisse. « Daniel, » commença-t-elle doucement, « je sais que quelque chose s'est passé quand tu étais petit, quelque chose que ta mère ne voulait pas que tu saches. Parle-moi de cette nuit, en 1981, la nuit où le voisin a entendu des cris. » Pour la première fois, Daniel leva les yeux, et Sarah y vit une lueur, un mélange de douleur et de défi. « Vous pensez que c'est si simple, » murmura-t-il. « Vous pensez qu'il suffit de poser des questions pour comprendre. Mais vous ne savez rien. » Sa voix tremblait, mais il y avait une intensité nouvelle, comme si Sarah avait touché une corde sensible. « Ma mère, elle voulait me protéger, mais elle n'a pas pu. Pas de lui. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. « De qui parles-tu, Daniel? Ton père? Quelqu'un d'autre ?» Mais Daniel se referma, ses lèvres pincées, son regard retombant sur la table. « Vous trouverez la vérité, » dit-il enfin, presque comme une prophétie. « Mais vous ne l'aimerez pas. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Sarah alors qu'elle retournait à la maison des Harper. Elle avait l'impression que Daniel jouait avec elle, laissant tomber des miettes de vérité sans jamais révéler l'ensemble. Elle décida de fouiller la chambre d'Hélène une nouvelle fois, convaincue que la réponse se trouvait là, cachée dans un détail qu'elle avait manqué. En inspectant le placard, elle remarqua une planche mal fixée dans le mur du fond. En la retirant, elle découvrit une petite boîte en métal, différente de celle trouvée sous le plancher. À l'intérieur, il y avait une clé, une vieille clé en fer, rouillée, mais ornée d'un motif gravé, une rose entrelacée de ronces. Avec la clé, il y avait une note, écrite de la main d'Hélène. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi. Garde-la loin de lui. » Sarah sentit un frisson la parcourir. La clé était un indice tangible, mais où menait-elle? Elle passa des heures à chercher dans la maison une serrure correspondante, sans succès. Elle contacta un serrurier local qui examina la clé et estima qu'elle datait des années 70, probablement pour une boîte de dépôt ou un coffre-fort. Sarah commença à se demander si Hélène avait caché quelque chose hors de la maison, peut-être dans une banque ou un autre lieu sécurisé. Mais ce qui la troublait le plus, c'était la note. Garde-la loin de lui. Encore ce lui, cette ombre omniprésente qui semblait hanter chaque recoin de l'histoire. Dans un élan d'intuition, Sarah décida de vérifier les archives bancaires d'Hélène. Après des jours de démarche, elle découvrit qu'Hélène avait loué un coffre-fort dans une petite banque à l'extérieur de Willow Creek, ouverte en 1983, un an après le départ de Robert. Sarah obtint une autorisation pour accéder au coffre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une enveloppe scellée, épaisse, marquée d'une simple inscription. « Pour Daniel, quand il sera prêt ». À l'intérieur, il y avait des documents, des certificats, des lettres et une photo. La photo montrait un homme, le même que dans l'album du grenier, mais cette fois, son visage était clair. Il avait des traits durs, des yeux perçants, et un sourire qui semblait plus menaçant que chaleureux. Au dos de la photo, une inscription. Michael, 1980. Ce nom, Michael, n'apparaissait nulle part ailleurs dans les documents d'Hélène ou dans les archives de la ville. Mais les lettres dans l'enveloppe, écrites par Hélène, étaient différentes de celles trouvées sous le plancher.
Elles étaient adressées à Daniel, comme une confession qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui remettre. La première ligne d'une des lettres disait « Mon cher Daniel, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à te protéger de la vérité. Michael n'était pas ce qu'il prétendait être, et moi non plus. » Sarah sentit son pouce accélérer. Qui était cet homme? Et pourquoi Hélène avait-elle si peur que Daniel découvre son existence? Chaque réponse semblait ouvrir une nouvelle porte, menant à des couloirs encore plus sombres. L'enveloppe trouvée dans le coffre-fort de la banque semblait brûler entre les mains de l'inspecteur Sarah Coleman. Les lettres qu'Hélène avait écrites à Daniel, soigneusement cachetées et jamais remises, étaient comme des éclats de verre, chaque mot coupant un peu plus profondément dans le mystère de la maison des Harper. Sarah passa la nuit à les lire, enfermée dans son bureau, les néons du poste de police bourdonnant au-dessus de sa tête. Chaque phrase semblait dessiner les contours d'une vérité qu'Hélène avait portée comme un fardeau, une vérité qu'elle avait voulu protéger Daniel de découvrir, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait fini par le rattraper. La mention de cet homme, Michael, revenait comme un leitmotiv, un nom chargé d'une peur presque palpable. Mais qui était-il? Et pourquoi Hélène avait-elle cru que sa révélation pourrait détruire son fils? Les lettres étaient datées de différentes périodes, certaines remontant à l'époque où Daniel n'était qu'un enfant, d'autres plus récentes, écrites à peine un an avant sa mort. Dans l'une d'elles, datée de 1984, Hélène écrivait « Daniel, mon cœur, si tu savais à quel point je regrette. Michael est entré dans nos vies comme un orage et je n'ai pas vu à temps qu'il allait tout emporter. Je pensais pouvoir le tenir à distance, mais il était déjà trop tard. Tu étais si petit, si innocent. Je ferai tout pour que tu ne saches jamais ce qu'il a fait. » Sarah relut ces lignes plusieurs fois, cherchant un indice concret. Était-ce une liaison, une menace, une dette? Les lettres restaient vagues, comme si Hélène avait peur que ses propres mots la trahissent. Un autre passage, écrit en 1997, juste un an avant le crime, montrait une Hélène différente, plus résignée. « Tu as changé, Daniel. Je vois la colère dans tes yeux, la même que j'ai vue dans les siens. Je t'ai promis de te protéger, mais je ne sais plus comment. Si tu lis ceci un jour, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, même mes erreurs. » Ce passage troubla Sarah profondément. Il suggérait que Daniel, à un moment donné, avait commencé à suspecter quelque chose, peut-être à poser des questions auxquelles Hélène ne pouvait ou ne voulait pas répondre. Était-ce cette tension, ce secret non dit, qui avait fini par exploser dans la cuisine ce soir d'octobre? Sarah décida de confronter Daniel avec ses nouvelles découvertes. Elle apporta l'enveloppe au poste, espérant que la vue des lettres de sa mère briserait son silence. Lorsqu'elle entra dans la salle d'interrogatoire, Daniel était là, immobile, ses mains croisées sur la table comme s'il attendait une sentence. Sarah posa l'enveloppe devant lui, ouverte, la photo de Michael bien visible. « Daniel, » dit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une étrange douceur. « C'est le moment de parler. Qui est Michael? Et qu'est-ce que ta mère voulait te cacher ?» Pour la première fois, Daniel sembla perdre son calme. Ses doigts se crispèrent et ses yeux, d'habitude si vides, s'emplirent d'une lueur de panique. « Vous ne devriez pas avoir ça, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Elle ne voulait pas que je sache. Elle disait que ça me briserait. Sarah insista, montrant la lettre de 1984. Elle parle d'un homme, Daniel, Michael. Elle dit qu'il a tout changé. Qui est-ce? Ton père? Quelqu'un d'autre? Daniel secoua la tête, ses lèvres serrées comme s'il luttait contre les mots qui voulaient sortir. Puis, d'un coup, il frappa la table du poing, un geste si soudain que Sarah sursauta. « Ce n'était pas mon père !» cria-t-il, sa voix brisée par l'émotion. « Mon père est parti. Il nous a abandonnés. » Mais Michael était pire. Il s'arrêta, le souffle court, comme si prononcer ce nom lui coûtait un effort surhumain. Puis il baissa les yeux, murmurant « Elle pensait que je ne savais pas, mais j'ai toujours su. » Ce moment, bien que bref, fut une percée. Sarah sentit qu'elle était enfin proche de la vérité, mais elle savait aussi que forcer Daniel à parler davantage risquait de le faire se refermer pour de bon. Elle changea d'approche, posant des questions plus douces, sur sa relation avec sa mère, sur les souvenirs de son enfance. Daniel répondit par bribes, décrivant une mère aimante mais distante, une femme qui semblait toujours sur le qui-vive, comme si elle s'attendait à ce qu'un danger frappe à la porte. Elle me disait toujours de ne pas poser de questions sur le passé, expliqua-t-il. Elle disait que c'était pour mon bien, mais je voyais ses cauchemars. Je l'entendais pleurer la nuit.
Et je savais que c'était à cause de lui. Sarah quitta l'interrogatoire avec plus de questions que de réponses, mais le nom de Michael était désormais une piste concrète. Elle lança une recherche dans les bases de données de la police, croisant le nom avec Willow Creek et les années 80. Les résultats furent maigres, mais un détail attira son attention. Un rapport d'incident datant de 1980, mentionnant un certain Michael Vaughn, un homme arrêté pour trouble à l'ordre public dans une ville voisine. Le rapport était vague, décrivant une altercation dans un bar, mais il incluait une photo. Sarah sentit son cœur s'arrêter. L'homme sur la photo avait les mêmes traits durs, les mêmes yeux perçants que celui de l'album d'Hélène. Était-ce lui, l'ombre qui planait sur la vie des Harper? En creusant plus loin, Sarah découvrit que Michael Vaughn avait un passé trouble, des accusations de harcèlement, des plaintes pour comportements menaçants, toutes classées sans suite faute de preuves. Il avait quitté la région en 1982, la même année où Robert Harper avait disparu. Était-ce une coïncidence? Ou Michael était-il lié à la disparition de Robert, et par extension au secret qu'Hélène avait si soigneusement gardé? Sarah contacta d'anciens collègues de Vaughn, des voisins, toute personne susceptible de se souvenir de lui. Un ancien officier de police, désormais à la retraite, se rappela de lui comme d'un homme charismatique mais dangereux, quelqu'un qui savait manipuler les gens, mais dont la colère pouvait exploser sans prévenir. Ce portrait de Michael commença à dessiner une hypothèse dans l'esprit de Sarah. Et si Hélène avait été impliquée avec cet homme, volontairement ou non, et que cette relation avait eu des conséquences qu'elle n'avait jamais pu surmonter? Et si Daniel, en grandissant, avait découvert une partie de cette vérité, une vérité si insupportable qu'elle l'avait poussée à l'acte? Les lettres, les photos, les dessins, tout semblait converger vers ce moment où Daniel avait confronté sa mère, où les secrets qu'elle avait enfouis avaient ressurgi comme une vague dévastatrice. Mais il manquait encore une pièce, un lien direct entre Michael, Hélène et le geste fatal de Daniel. Sarah savait qu'elle devait trouver cette pièce, coûte que coûte. La piste de Michael Vaughn semblait enfin donner à l'inspecteur Sarah Coleman une direction claire, mais elle avait l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un gouffre. Chaque nouvel indice, les lettres d'Hélène, la photo dans le coffre-fort, les bribes de confession de Daniel, semblaient rapprocher Sarah de la vérité, mais cette vérité restait insaisissable, comme une ombre qui se dérobe à la lumière. Willow Creek, autrefois une petite ville paisible, était maintenant divisée par les murmures et les spéculations. Les habitants se demandaient comment une femme comme Hélène, si discrète, si respectée, avait pu être au centre d'un tel drame. Et Daniel, ce garçon effacé, était devenu une énigme que personne ne savait déchiffrer. Pour Sarah, l'enquête n'était plus seulement une affaire à résoudre. C'était une quête pour comprendre ce qui avait brisé une famille, et peut-être ce qui pourrait briser n'importe qui. Sarah passa des jours à retracer la vie de Michael Vaughn, un homme qui semblait avoir traversé Willow Creek comme un fantôme, laissant des traces à peine perceptibles. Les archives montraient qu'il avait vécu dans la région entre 1978 et 1982, travaillant comme mécanicien dans un garage local. Les témoignages des personnes qu'il avait connues décrivaient un homme charismatique, mais imprévisible, capable de passer d'un sourire charmeur à une colère froide en un instant. Une ancienne collègue, une femme nommée Linda, contactée par Sarah, se souvenait de Michael comme de quelqu'un qui mettait tout le monde mal à l'aise, sans qu'on sache pourquoi. Elle ajouta un détail troublant. Michael avait souvent parlé d'Hélène Harper, qu'il appelait sa muse, même si personne ne savait qu'ils se connaissaient. Il disait ça avec un sourire bizarre, confia Linda, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Ce commentaire fit écho aux lettres d'Hélène, où elle parlait de Michael comme d'un « orage » qui avait tout bouleversé. Sarah commença à reconstituer une chronologie. En 1980, Hélène était mariée à Robert, et Daniel n'était qu'un bébé. Michael Vaughn, à en juger par les dates, était entré dans leur vie à cette époque. Était-il un ami, un amant, ou quelque chose de plus sinistre? Les lettres d'Hélène suggéraient une relation qu'elle regrettait profondément, une erreur qu'elle avait payée cher. Mais ce qui intriguait Sarah, c'était l'absence de toute mention claire de ce que Michael avait fait. Était-il responsable de la disparition de Robert? Avait-il menacé Hélène? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus personnel, de plus intime, qui avait lié Hélène à cet homme, et par extension, à la tragédie qui avait suivi? Sarah décida de fouiller plus loin dans les archives de la banque où Hélène avait loué le coffre-fort.
Elle demanda à voir les registres des visites, espérant trouver un indice sur la fréquence à laquelle Hélène y accédait. Ce qu'elle découvrit la laissa perplexe. Hélène n'avait visité le coffre qu'une seule fois, en 1983, lorsqu'elle l'avait ouvert pour y déposer l'enveloppe. Après cela, rien. C'était comme si elle avait voulu sceller ce secret loin de sa vie, loin de Daniel, et ne plus jamais y toucher. Mais un détail attira l'attention de Sarah. Un employé de la banque, en retraite depuis peu, se souvenait qu'Hélène était arrivée ce jour-là dans un état de panique, les mains tremblantes, insistant pour que le coffre soit sécurisé. Elle m'a dit que personne ne devait jamais savoir ce qu'il contenait, expliqua l'employé. Elle avait l'air terrifiée, comme si elle fuyait quelque chose. Ce témoignage renforça l'hypothèse de Sarah. Michael Vaughn n'était pas seulement une connaissance passagère. Il avait eu un impact profond sur Hélène, un impact qui l'avait poussée à prendre des mesures extrêmes pour protéger son fils, ou pour se protéger elle-même. Sarah décida de retourner voir Daniel, convaincue qu'il détenait la clé de ce mystère. Cette fois, elle apporta la photo de Michael Vaughn tirée des archives de la police. En la posant sur la table, elle observa attentivement la réaction de Daniel. Ses yeux s'écarquillèrent, et pendant un instant, il sembla perdre toute contenance. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Sarah saisit l'opportunité. « Daniel, c'est Michael Vaughn. Ta mère avait peur de lui. Elle a tout fait pour te cacher quelque chose à son sujet. Dis-moi ce que c'est. » Daniel serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas juste lui. C'est ce qu'il a fait. À nous. À elle. » Il s'arrêta, comme s'il luttait pour trouver les mots. Puis, d'un ton presque résigné, il ajouta « Elle pensait que je ne savais pas. Mais j'ai trouvé les lettres. Pas celles du coffre, les autres. Celles qu'elle cachait dans son bureau. » Sarah sentit son cœur s'accélérer. Des lettres dans le bureau. L'équipe avait fouillé la maison à plusieurs reprises. Mais le bureau d'Hélène, un meuble en chêne massif, n'avait révélé que des factures et des manuels scolaires. Avait-elle manqué quelque chose? Sarah retourna immédiatement à la maison des Harper, accompagnée d'un collègue. Ils démontèrent le bureau pièce par pièce, et sous un tiroir à double fond, ils trouvèrent un paquet de lettres, différentes de celles sous le plancher ou dans le coffre-fort. Celle-ci était la plus récente, écrite entre 1995 et 1998, et elle n'était pas adressée à Daniel mais à Michael. « Tu as promis de nous laisser tranquilles », écrivait Hélène dans l'une d'elles. « Tu as pris tout ce que tu pouvais. Pourquoi reviens-tu maintenant? Daniel ne doit jamais savoir qui tu es. » Ces mots confirmèrent ce que Sarah soupçonnait. Michael Vaughn n'avait pas disparu de la vie d'Hélène après 1982. Il était revenu, peut-être des années plus tard, ravivant une peur qu'Hélène croyait avoir laissée derrière elle. Mais ce qui troubla Sarah encore plus, c'était une lettre datée de l'été 1998, quelques mois seulement avant le crime. « Tu es revenu et maintenant il change », écrivait Hélène. « Il me pose des questions, il fouille dans mes affaires. Il sait que je lui cache quelque chose. Michael, si tu as un peu d'humanité, laisse-nous en paix. » Cette lettre suggérait que Daniel avait découvert l'existence de Michael, peut-être en tombant sur une des lettres ou en surprenant une conversation. Avait-il confronté sa mère? Avait-il exigé des réponses qu'elle refusait de lui donner? Sarah sentit que la réponse à ces questions était la clé du crime, la raison pour laquelle Daniel avait levé ce chandelier. Chaque nouvelle découverte semblait resserrer l'étau autour d'un secret que ni Hélène ni Daniel n'avaient voulu affronter. Michael Vaughn, cet homme dont le nom revenait comme un spectre, était au centre de tout. Mais où était-il maintenant? Était-il toujours en vie? Et quel rôle avait-il joué dans la nuit où Hélène était morte? Sarah savait qu'elle devait le trouver, ou du moins découvrir ce qu'il représentait pour les Harper, car dans cette maison, dans ses lettres, dans les silences de Daniel, une vérité attendait, une vérité qui risquait de tout changer. L'enquête sur la mort d'Hélène Harper avait transformé la maison des Harper en une sorte de mausolée, un lieu où chaque objet semblait chargé d'une histoire non racontée. Pour l'inspecteur Sarah Coleman, les lettres trouvées dans le bureau d'Hélène avaient ouvert une fenêtre sur un passé tumultueux, mais les réponses qu'elles apportaient étaient encore voilées de mystère. Michael Vaughn, cet homme dont le nom revenait comme une malédiction, était devenu l'épicentre de ses recherches. Qui était-il pour Hélène? Pourquoi son retour, des années après avoir quitté Willow Creek, avait-il semé une telle peur dans le cœur d'une femme qui semblait tout avoir maîtrisé? Et surtout, comment Daniel,
Un garçon à peine sorti de l'adolescence en était-il venu à commettre un acte aussi irréparable? Sarah sentait que la vérité était proche, mais chaque pas vers elle semblait la confronter à une obscurité encore plus profonde. Sarah passa des jours à traquer Michael Vaughn, cherchant des traces de lui au-delà des maigres informations des archives de 1982. Elle contacta des bases de données nationales, des anciens collègues, même des motards qui fréquentèrent le bar où Michael avait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Finalement, un ancien officier de police d'une ville voisine, désormais à la retraite, lui donna une piste. Michael Vaughn, se souvint-il, était le genre d'homme qui laissait une impression, mais pas dans le bon sens. Il avait une maison à la périphérie de Willow Creek, une vieille baraque près de la rivière. Il n'y vivait pas tout le temps, mais il y revenait de temps en temps, comme un mauvais présage. Sarah nota l'adresse, un terrain isolé à l'orée de la forêt, à une quinzaine de kilomètres de la ville. La maison, selon l'officier, avait été abandonnée après 1982, mais personne n'avait vérifié depuis des années. Sarah s'y rendit seule, un matin brumeux où le ciel semblait peser sur la terre. La maison de Michael Vaughn était à peine debout, une structure délabrée, envahie par les ronces et les herbes hautes, avec des fenêtres cassées et une porte qui pendait sur ses gonds. À l'intérieur, l'air était saturé d'une odeur de moisi et de bois pourri. Sarah fouilla les lieux avec précaution, ses pas faisant craquer le plancher. Dans ce qui semblait être un ancien salon, elle trouva une boîte en métal rouillé, semblable à celle qu'Hélène utilisait pour cacher ses secrets. À l'intérieur, il y avait des photographies, des polaroids jaunis par le temps. L'une d'elles montrait Hélène, beaucoup plus jeune, assise sur un canapé, Michael à ses côtés, son bras autour de ses épaules. Hélène souriait, mais son regard semblait ailleurs, comme si elle jouait un rôle. Au dos de la photo, une inscription. « Hélène et moi, été 1979. Rien ne nous arrêtera. » Cette image frappa Sarah comme un coup de poing. Hélène et Michael avaient été proches, peut-être même intimes, avant la naissance de Daniel, avant que Robert, le mari d'Hélène, ne disparaisse. Mais ce qui troubla Sarah encore plus, c'était une autre photo, trouvée au fond de la boîte. Elle montrait Michael tenant un bébé dans ses bras, un bébé qui ne pouvait être que Daniel, vu la ressemblance avec les photos de l'album d'Hélène. Au dos, une seule phrase. « Mon fils, 1980. » Sarah sentit son sang se glacer. Était-il possible que Michael Vaughn soit le père biologique de Daniel? Était-ce le secret qu'Hélène avait si désespérément cherché à cacher? Et si Daniel l'avait découvert, comment avait-il réagi face à une vérité qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille? Sarah emporta les photos et retourna au poste pour confronter Daniel. Lorsqu'elle posa la photo de Michael tenant le bébé devant lui, Daniel blêmit, ses mains tremblèrent, et pour la première fois, des larmes coulèrent sur ses joues. « Elle m'a menti », murmura-t-il, sa voix brisée. « Toute ma vie, elle m'a dit que mon père était Robert, qu'il nous avait abandonnés. Mais c'était lui, n'est-ce pas? Michael. » Sarah, prudente, demanda « Quand l'as-tu appris, Daniel? Et comment ?» Il secoua la tête, comme s'il luttait contre un torrent de souvenirs. « J'ai trouvé une lettre il y a 2 ans, pas celle que vous avez, une autre, dans son sac. Elle parlait de lui, de Michael. Elle disait qu'il était revenu, qu'il voulait me voir. Elle avait peur de ce qu'il me dirait. » Daniel continua, sa voix hachée par l'émotion. J'ai commencé à poser des questions. Elle esquivait, elle mentait, mais je voyais la peur dans ses yeux. Puis un soir, je l'ai entendu. Lui, Michael, il était dehors, dans la rue, devant la maison. Il parlait à ma mère. Il criait. Il disait qu'il avait le droit de me connaître, que j'étais à lui. Daniel s'arrêta, ses poings serrés. Elle m'a juré que ce n'était pas vrai, que c'était juste un fou. Mais j'ai vu la photo, celle que vous avez trouvée, et j'ai su. J'ai su qu'elle m'avait menti toute ma vie. Sarah sentit un poids s'abattre sur elle. La vérité, ou du moins une partie, commençait à émerger. Michael Vaughn n'était pas seulement une figure du passé d'Hélène. Il était peut-être le père de Daniel, un secret qu'Hélène avait gardé pour protéger son fils, ou peut-être pour se protéger elle-même. Mais ce secret avait fini par revenir, comme une blessure infectée. Sarah demanda « Daniel, ce soir-là, dans la cuisine, est-ce que c'était à cause de Michael? Est-ce que tu étais en colère contre elle à cause de ça ?» Daniel la regarda, ses yeux pleins de douleur. « Je ne voulais pas la tuer, » dit-il, sa voix à peine audible. « Je voulais juste qu'elle me dise la vérité. Je voulais qu'elle arrête de mentir. Mais elle a crié, elle m'a repoussé, et je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ce moment brut et déchirant semblait être le cœur de l'histoire. Daniel, rongé par la découverte d'un père dont il ignorait tout, avait confronté sa mère, cherchant des réponses qu'elle refusait de lui donner. Cette confrontation, alimentée par des années de silence et de secret, avait dégénéré en un instant de violence irréversible. Mais une question restait en suspens. Où était Michael Vaughn maintenant? Était-il toujours à Willow Creek, tapi dans l'ombre? Ou avait-il disparu après avoir semé le chaos une dernière fois? Sarah savait qu'elle devait le trouver pour comprendre pleinement ce qui avait conduit à la mort d'Hélène. Car Michael, quel que soit son rôle, était le fil qui reliait tous les fragments de cette tragédie. La révélation de Daniel dans la salle d'interrogatoire avait secoué l'inspecteur Sarah Coleman comme un coup de tonnerre. Le nom de Michael Vaughn, désormais lié à la possibilité qu'il soit le père biologique de Daniel, transformait l'affaire en quelque chose de bien plus complexe qu'un simple parricide. La douleur dans les yeux de Daniel, ses mots hachés par l'émotion, racontaient une histoire de trahison et de secret qui avait grandi comme une ombre menaçante sur sa vie. Mais pour Sarah, l'enquête n'était pas terminée. Michael Vaughn, cette figure insaisissable qui semblait hanter chaque recoin de l'histoire des Harper, était la pièce manquante. Était-il toujours là, quelque part, observant de loin? Ou avait-il disparu après avoir déclenché la tragédie qui avait coûté la vie à Hélène? Sarah savait qu'elle devait le trouver, non seulement pour boucler l'enquête, mais pour comprendre ce qui avait réellement brisé Daniel. Sarah lança une recherche intensive pour localiser Michael Vaughn. Elle contacta des agences dans tout l'État, vérifia les registres de décès, d'arrestation, même les bases de données des hôpitaux. Mais Michael semblait s'être volatilisé après 1982, ne laissant que des traces éparses, une amende pour excès de vitesse en 1985, une adresse temporaire dans une ville voisine en 1990, puis plus rien. Jusqu'à ce qu'un coup de chance, ou peut-être un instinct aiguisé, la conduise à un refuge pour sans-abri à Des Moines, à 1 heure de Willow Creek. Un employé, en consultant une vieille liste de pensionnaires, confirma qu'un homme correspondant à la description de Michael Vaughn avait séjourné là brièvement en 1998, quelques mois avant la mort d'Hélène. Il se souvenait de lui comme d'un homme agité, toujours à parler d'une famille qu'il devait retrouver. Ce détail fit tressaillir Sarah. Était-ce possible que Michael soit revenu à Willow Creek à l'été 1998, comme Daniel l'avait suggéré? Avait-il confronté Hélène, ravivant une peur qu'elle croyait enterrée? Sarah retourna aux lettres trouvées dans le bureau d'Hélène, celles adressées à Michael. L'une d'elles, datée de juillet 1998, était particulièrement révélatrice. « Tu n'as aucun droit sur lui, Michael. Tu as fait ton choix il y a des années. Si tu t'approches encore de nous, je ferai ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Cette phrase pleine de défis et de désespoir suggérait qu'Hélène avait envisagé une action radicale pour protéger Daniel. Mais quoi? Et pourquoi cette confrontation avec Michael semblait-elle avoir été le déclencheur de la tragédie? Sarah décida de reconstituer les derniers mois de la vie d'Hélène, en s'appuyant sur les témoignages des voisins et des collègues. Une enseignante qui travaillait avec Hélène à l'école primaire se souvenait d'un changement dans son comportement à l'été 1998. Elle était nerveuse, toujours à vérifier son téléphone, à regarder par la fenêtre, raconta-t-elle. Une fois, elle m'a dit qu'un vieil ami était revenu en ville, quelqu'un qu'elle espérait ne jamais revoir. Elle n'a pas donné de nom, mais elle avait l'air terrifiée. Un voisin confirma avoir vu un homme rôder près de la maison des Harper à plusieurs reprises cet été-là, un homme grand avec des cheveux grisonnants qui semblait observer la maison de loin. La description correspondait à celle de Michael Vaughn. Sarah commença à assembler les pièces du puzzle. Michael, après des années d'absence, était revenu à Willow Creek, peut-être pour réclamer un droit sur Daniel, ou pour régler un compte avec Hélène. Cette intrusion avait réveillé les peurs d'Hélène, mais aussi celles de Daniel, qui avait découvert la vérité sur son père biologique. Sarah imagina la tension qui avait dû s'accumuler dans la maison des Harper, les silences lourds, les regards fuyants. Daniel, rongé par le doute et la colère, avait dû confronter sa mère à plusieurs reprises, cherchant des réponses qu'elle refusait de lui donner. Et ce soir d'octobre 1998, dans la cuisine, cette tension avait explosé. Pour confirmer son hypothèse, Sarah demanda une analyse des relevés téléphoniques d'Hélène. Les résultats montrèrent plusieurs appels provenant d'un numéro non identifié au cours des semaines précédant sa mort. Les appels, souvent courts, avaient lieu tard le soir, et certains correspondaient aux dates des lettres où Hélène semblait la plus désespérée. Sarah soupçonna que Michael avait tenté de la contacter, peut-être pour la menacer ou pour négocier.
Mais sans trace de Michael, elle ne pouvait que spéculer. Elle décida de retourner voir Daniel, espérant qu'il lui donnerait enfin la pièce manquante. Dans la salle d'interrogatoire, Daniel semblait épuisé, comme si le poids de ses propres souvenirs l'écrasait. Sarah posa une question directe. « Daniel, est-ce que Michael était là ce soir-là? Est-ce qu'il était dans la maison ou près de la maison quand tout est arrivé ?» Daniel ferma les yeux, ses mains tremblant légèrement. « Il n'était pas dans la maison, » dit-il enfin, sa voix à peine audible. « Mais il était là. Je l'ai vu dehors, dans l'ombre. Il regardait par la fenêtre. Je l'ai dit à ma mère, et elle a paniqué. Elle m'a crié de ne pas ouvrir la porte, de ne pas le laisser entrer. Elle disait qu'il allait tout détruire. » Daniel continua, ses mots venant par vagues, comme s'il revivait la scène. J'étais tellement en colère, pas contre lui, contre elle. Pourquoi elle ne m'avait rien dit? Pourquoi elle m'avait menti toute ma vie? Je lui ai demandé encore et encore qui il était, ce qu'il voulait. Elle criait, elle pleurait, elle disait que c'était pour me protéger. Et puis, je ne sais pas, j'ai pris le chandelier. Je ne voulais pas la frapper, je le jure. Je voulais juste qu'elle arrête de mentir. Il s'effondra, les larmes coulant librement, sa voix brisée par le chagrin. Ce récit déchirant dans sa simplicité confirma ce que Sarah soupçonnait. La présence de Michael, même à distance, avait été le catalyseur. Sa réapparition avait ravivé les peurs d'Hélène, mais aussi la colère de Daniel, qui s'était senti trahi par les années de silence de sa mère. Le chandelier, ce geste fatal, n'était pas un acte de haine, mais un cri de désespoir, un moment où un garçon perdu avait cherché à briser le mur de secret qui l'étouffait. Mais Michael Vaughn, l'homme au centre de tout, restait introuvable. Était-il parti après avoir vu la police arriver? Ou était-il encore là quelque part, observant les conséquences de son retour? Sarah savait que l'enquête touchait à sa fin, mais la vérité complète restait hors de portée. Michael Vaughn, qu'il soit vivant ou mort, avait laissé une cicatrice indélébile sur la vie des Harper. Et Daniel, en portant le poids de cette vérité, avait commis un acte qu'il regretterait pour le reste de sa vie. La maison des Harper, avec ses murs gorgés de secrets, semblait attendre une dernière révélation, un dernier écho qui expliquerait pourquoi tout avait basculé. La maison des Harper, autrefois un havre de routine banale dans la petite ville de Willow Creek, se dressait désormais comme un monument à une tragédie que personne n'aurait pu prévoir. L'histoire d'Hélène et de Daniel, marquée par des secrets enfouis, des vérités tues et un homme nommé Michael Vaughn, avait révélé une vérité déchirante sur la fragilité de l'esprit humain. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime, c'était un voyage dans les abysses de la douleur, de la peur et des choix impossibles. Hélène, une mère qui avait tout fait pour protéger son fils, avait porté un secret si lourd qu'il l'avait consumé. Daniel, un jeune homme perdu dans les ombres de ce secret, avait cherché des réponses dans un moment de désespoir, un moment qui avait changé sa vie à jamais. Et Michael, cette figure énigmatique, était resté un spectre, un catalyseur, dont l'ombre avait tout détruit sans jamais être pleinement dévoilée. L'inspecteur Sarah Coleman, en refermant le dossier Harper, ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. Elle avait reconstitué une grande partie de l'histoire. Michael Vaughn, probablement le père biologique de Daniel, était entré dans la vie d'Hélène comme une tempête, laissant derrière lui une traînée de chaos. Sa réapparition en 1988, après des années d'absence, avait ravivé les peurs d'Hélène et semé le doute dans l'esprit de Daniel. Les lettres, les photos, les dessins, tous ces fragments racontaient une histoire de culpabilité, de protection maternelle et de trahison perçue. Mais Michael lui-même restait introuvable, une ombre qui s'était évanouie dans la nuit, laissant derrière lui une famille brisée et une ville en quête de réponse. Était-il encore là, quelque part, vivant une vie anonyme, ou avait-il disparu pour de bon, emportant avec lui les dernières pièces du puzzle? Ce qui rendait cette affaire si troublante, c'était sa résonance universelle. Qui parmi nous n'a jamais caché une vérité, par peur de blesser quelqu'un qu'on aime? Qui n'a jamais senti le poids d'un secret grandir jusqu'à devenir insupportable? Hélène avait choisi le silence, croyant qu'il protégerait son fils. Daniel, en cherchant la vérité, avait trouvé une douleur qu'il n'était pas prêt à affronter. Et dans cet instant fatal, dans la cuisine baignée par la lumière tamisée d'une lampe, leur monde s'était effondré. Cette histoire n'était pas seulement celle des Harper, elle était un miroir tendu à chacun de nous, nous forçant à nous demander ce que nous ferions face à une vérité trop lourde à porter. Pour Sarah,
L'affaire laissait une question en suspens. La justice avait-elle été rendue? Daniel, jugé pour le meurtre de sa mère, fut reconnu coupable, mais les circonstances atténuantes, son âge, son état émotionnel, les années de secret qui l'avaient rongé, lui valurent une peine réduite. Il passerait des années derrière les barreaux, mais son véritable châtiment était ailleurs, dans les souvenirs qui le hanteraient, dans la voix de sa mère qu'il entendrait encore dans ses cauchemars. Quant à Michael Vaughn, il restait une énigme, un homme dont l'existence avait tout changé sans jamais être pleinement expliquée. Sarah savait que, parfois, les réponses complètes n'existaient pas, que certaines histoires se terminaient sur une note dissonante, laissant plus de questions que de certitudes. Mais cette histoire, aussi sombre soit-elle, portait une lumière étrange. Elle nous rappelait que l'amour, même imparfait, même brisé, peut pousser à des actes extrêmes. Hélène avait aimé Daniel au point de sacrifier sa propre paix pour le protéger. Daniel, dans sa quête de vérité, avait aimé sa mère au point de ne pas supporter ses mensonges. Et quelque part, dans les ombres de cette tragédie, il y avait une leçon sur la fragilité de nos liens, sur la manière dont un seul secret peut devenir une fissure qui fait s'effondrer une vie entière. Cette affaire, enfouie dans les archives d'une petite ville de l'Iowa, n'a jamais fait les gros titres, mais elle mérite d'être racontée, car elle nous oblige à regarder en face ce que nous préférons souvent ignorer, la complexité de l'âme humaine, capable d'amour et de destruction dans le même souffle. À toi qui as suivi cette histoire jusqu'au bout, félicitations. Tu fais partie de ceux qui osent de plonger dans l'obscurité, qui n'ont pas peur de regarder les vérités dérangeantes en face. Tu fais partie d'une communauté rare, celle des chercheurs de vérité, ceux qui savent que derrière chaque histoire se cache une leçon, une question, un frisson qui change notre façon de voir le monde. Si cette histoire t'a marqué, si elle t'a fait réfléchir à la fragilité de ceux que tu aimes, à la puissance des secrets que nous portons, alors laisse un commentaire ci-dessous. Écris cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, tu deviendras un maillon de cette chaîne, un membre de ceux qui refusent de détourner le regard face à l'inexplicable. Et si tu crois que d'autres devraient découvrir cette histoire, partage cette vidéo. Laisse-la voyager, comme un murmure dans la nuit, pour atteindre ceux qui cherchent à comprendre ce que personne n'ose raconter. Chaque partage est une lumière jetée sur les ombres, une chance pour quelqu'un d'autre de rejoindre cette quête. Et si l'étrange, le sinistre, le mystérieux t'attire, alors abonne-toi à cette chaîne. Deviens un gardien des histoires cachées, un explorateur des recoins sombres de l'âme humaine. Il y a tant d'autres récits qui attendent, tapis dans l'obscurité, prêts à te faire frissonner, réfléchir, et peut-être même remettre en question tout ce que tu crois savoir. Prépare-toi, car la prochaine histoire pourrait être encore plus troublante. Es-tu prêt à plonger à nouveau?